Le but de cette petite vidéo est de vous parler de façon très succincte de l'éducation physique et sportive en France. En effet, l'éducation physique en France s'articule autour de trois grands objectifs. Et sa finalité est de former un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. Aussi, l'EPS en tant que discipline d'enseignement vise à tous les niveaux de la scolarité la réussite de tous les élèves et contribue avec les autres disciplines à l'instruction, la formation et l'éducation de chacun. Elle participe ainsi à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, qui sont au nombre de 7, notamment au collège. En effet, depuis bientôt une vingtaine d'années, les textes ou les instructions officielles recommandent aux enseignants d'EPS de développer chez les élèves 3 types de compétences, à savoir les compétences propres, il en existe 5, les compétences méthodologiques et sociales, 4 au niveau du collège, 3 au niveau du lycée, et les compétences attendues, qui se déclinent par niveau dans chaque activité physique, sportive et artistique ou APSA. Si l'on se réfère toujours au texte, il existerait une espèce de transversalité, voire un réinvestissement possible entre les APSA d'un même groupe, bien plus entre les différents groupes d'APSA ou compétences propres. In fine, on pourrait dire que cette approche par compétences permet à l'éducation physique et sportive de contribuer de façon optimale avec les autres disciplines d'enseignement à l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances. Par conséquent, il s'agit pour l'enseignant d'EPS de rechercher l'acquisition par les élèves d'un certain nombre de compétences en termes de savoir ou connaissances, en termes de savoir-être ou attitude, et en termes de savoir-faire ou capacité. Avec évidemment en filigrane l'atteinte ou l'acquisition de compétences plus larges, généralisables à d'autres situations ou à d'autres APSA et même à d'autres contextes de la vie. Cette notion de compétence vise par conséquent ou invite de façon très précise les enseignants d'EPS à réfléchir sur la définition, la construction, la transmission et la gestion des contenus d'enseignement. Ainsi, pour illustrer le propos que je viens de tenir, je vais vous présenter un exemple de séance. Cette séance que j'ai faite avec des élèves de niveau 3e dans l'APSA rugby par des objectifs à la situation d'apprentissage et ensuite des compétences au contenu d'enseignement. Ici, dans cette séance que vous voyez, je suis parti d'un objectif de l'EPS. Ensuite, j'ai défini la compétence propre. J'ai défini les compétences méthodologiques et sociales que je vais travailler. J'ai défini la compétence attendue en fonction du niveau. J'ai défini les items de la compétence attendue et je détermine la transformation attendue que j'attends à la fin de ma séance. Ensuite, je passe au contenu ou à la situation d'apprentissage. Ici, je définis un contenu en matière brute. Je définis également un contenu de la formation. Je définis le contenu d'enseignement. Ensuite, j'ai défini clairement les critères de réussite, ce qui permet à l'élève de savoir qu'il a réussi. Les critères de réalisation, ce que l'élève devra faire pour savoir qu'il a réussi. Et le niveau plancher attendu. Évidemment, tout ceci dans une situation éducative précise. Celle que j'ai choisi ici de mettre en place est la suivante, situation 1 contre 1, aménagée évidemment. Le porteur de balle est à la disposition du plaqueur en fonction du niveau de position demandé. Ici, pour différencier mes enseignements, je mets en place 5 différents ateliers. Et je termine évidemment en mettant tout ça en lien avec les compétences du socle commun de connaissances et de compétences. Ici, je mets en lien ma séance avec 4 compétences sur les 7, à savoir la compétence 1, la 3, la 6 et la 7. Je ne saurais terminer ce propos sans vous parler de la problématique concernant l'évaluation. En effet, dans ce contexte, l'éducation physique et sportive doit répondre aux prescriptions institutionnelles et permet de rendre compte des processus sous-jacents à la compétence.
Pour cela, l'évaluation doit être conçue premièrement comme un outil de construction des apprentissages, 2 comme un outil de gestion des apprentissages et 3 comme un outil pour l'élève au service de ses apprentissages. On peut par conséquent distinguer de façon très triviale 3 formes d'évaluation qui sont d'ailleurs très complémentaires, à savoir l'évaluation diagnostique, autant pour moi, qui permet de contextualiser et d'opérationnaliser les préparations de leçons, l'évaluation formative, quant à elle, permet de donner du sens aux apprentissages, de donner des feedbacks positifs ou négatifs, permet une différenciation, une régulation, une remédiation des moyens d'apprentissage pédagogique et didactique. Permet enfin une dévolution didactique qui est très importante, car elle permet à l'élève de s'impliquer personnellement dans l'appréciation de ses compétences et apprendre ainsi l'autonomie. On dit d'ailleurs que l'élève devient, dans ce cas, acteur et auteur de ses apprentissages. Il ne faut pas oublier, très important, l'évaluation sommative, qui a une fonction de contrôle et mesure les acquis à la fin d'une action ou d'un processus éducatif, afin de situer l'élève par rapport à des normes déterminées sur un groupe de référence. Évidemment, dans ce cas, la note doit témoigner de l'avancée de la construction de la compétence. On peut ainsi définir ponctuellement du degré d'acquisition de ces compétences. Et dans ce cas, une note de référence de 10 peut être ainsi déterminée sur une fourchette de 0 à 5 pour traduire une compétence non acquise, une fourchette de 5 à 7,5 pour traduire une compétence en cours d'acquisition et une performance de 7 à 10 pour traduire une compétence totalement acquise. Je vous remercie pour votre attention.